On va y aller parce qu'aujourd'hui, on va parler de stratégie et de différentes stratégies. En tout cas, la manière dont nous, chez Artae, on l'aborde. Donc ça, c'est la première chose. On vous donnera aussi des exemples concrets de projets qui matérialisent ces stratégies et c'est vraiment important aussi de ne pas faire que de la théorie, de ne pas faire que, on va dire, de la modélisation stratégie, mais également aussi de montrer ce que ça donne sur le terrain. Et puis, je répondrai surtout à toutes vos questions. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, pour ceux qui sont déjà de la partie sur d'autres webinaires, de poser vos questions au fur et à mesure, plutôt que de tout condenser à la fin. Ça évite de revenir sur des sujets. Et évidemment, à la fin, on aura aussi une série de questions, si nécessaire, bien sûr. Désolé, la luminosité est un peu particulière là, avec le voilage en face, mais c'est pas moi l'important, c'est vraiment la présentation qui est au milieu. Et c'est parti. Moi, je suis le fondateur d'Artae. Artae, c'est une entreprise d'investissement clé en main que j'ai fondée il y a déjà de ça quelques années maintenant. Son but, c'est d'accompagner les investisseurs à investir dans l'immobilier de A à Z avec une panoplie de services sur mesure pour nos clients. Donc, plus de 15 ans d'expérience, ça c'est celle plutôt du dirigeant que je suis, mais aussi beaucoup de personnes dans l'équipe qui ont investi déjà depuis plus d'une dizaine d'années et qui accompagnent nos clients au quotidien. On les a accompagnés à investir 30 millions d'euros et ce chiffre ne cesse de gonfler chaque semaine. 168 000 euros, c'est le budget moyen d'un projet, plus ou moins. Volume aidant, on fait beaucoup aussi de projets, de petits projets. Ça ne veut pas dire qu'un client investit 168 000 euros, mais il peut investir plusieurs fois 168 000 euros en étant sur plusieurs projets. Et puis, on a un très bon capital confiance de nos clients, qu'on remercie d'ailleurs, et qui aussi recommandent nos services et réitèrent aussi leur confiance et leur engagement. On accompagne des gens sur l'acquisition, les travaux, l'agencement, la décoration, la gestion locative. On a aussi même d'autres offres, notamment une offre de cuisine aussi, qui est une cuisine assez quali pour du locatif notamment et squeezer, on va dire, du Ikea ou du Leroy Merlin. Et on a toute cette panoplie qui est vraiment dédiée aux investisseurs. On fait aussi de la transaction d'ailleurs pour les premiers clients qui décident d'arbitrer et de revendre aussi leurs biens. Des clients qu'on a accompagnés qui revendent 5 ans, 10 ans après, etc. Et on est présent en région Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes, sur la ville de Troyes et l'agglomération autour. Et puis la Seine-et-Marne aussi, un petit peu du côté est de la Seine-et-Marne. Le Portugal, avec notamment Porto et l'Algarve dans une moindre mesure, pour de la résidence secondaire notamment sur l'Algarve. Et puis depuis peu, le Canada aussi, on est en train d'exécuter 2 premiers projets sur place. Donc voilà, ça se développe et on ouvre d'autres villes qui ne sont pas écrites ici, mais qui sont déjà validées. Dans Auvergne-Rhône-Alpes, on a Lyon, évidemment, on a Mâcon, on a Bourg-en-Bresse, on a Annecy, qu'on vient d'ouvrir. Et toute la région frontalière suisse qui est très intéressante aussi pour si vous êtes dans le coin là-bas ou vous êtes expatrié en Suisse, c'est assez intéressant. Et puis, on ouvre aussi Reims d'ici le mois de novembre et très certainement d'autres villes dont je vous parlerai plus tard, dans le nord de la France et aussi dans l'ouest de la France. Voilà. Donc, on est en train de s'étendre et on va pouvoir vous accompagner à jouer au Monopoly avec nous. De quoi on va parler aujourd'hui? Voilà, je vous ai présenté qui était Artae. Le but aujourd'hui, c'est de parler de la stratégie. Donc, on va voir comment définir une stratégie claire en investissement immobilier. On va comparer 2 stratégies et on va vous en présenter une troisième qui pourrait être un petit peu la stratégie du compromis, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Je vais vous parler d'un concept qui m'est cher, que j'avais développé dans mon bouquin qui date déjà d'il y a 5 ans. À l'époque où l'argent était quasiment gratuit, je prenais déjà une stratégie qui était cohérente avec celle que je prône aujourd'hui, et c'est la même que j'appliquais déjà il y a 15 ans. Donc voilà, peu importe l'évolution du marché, pour moi, j'applique toujours la même stratégie. Et donc, je vais parler de ce concept qui est l'enrichissement latent. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est important pour moi de le calculer, de le prendre en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont ses limites aussi? Et puis des cas concrets, comme je vous le disais, d'investissement, parce que il n'y a rien de mieux que le terrain et vous le savez, nos équipes sont sur le terrain toute la journée, donc on a un bon recul terrain, on n'a pas un bon recul théorique et statistique comme beaucoup, mais nous on a un vrai recul de la vraie vie, donc ça c'est intéressant de vous le partager aussi, sur des investissements qui vont être plutôt orientés sur une stratégie court terme, une stratégie plutôt long terme, une stratégie hybride. On va le voir tout de suite. Comment définir sa stratégie d'investissement? Et pour moi, ça, c'est la base de n'importe quelle réflexion autour d'un investissement locatif. Première étape, définir ses objectifs. Quel est votre but? Est-ce que c'est de constituer un patrimoine? Est-ce que c'est de transmettre un patrimoine? Est-ce que c'est d'acheter une résidence secondaire qui s'autofinance un peu, à minima quelques charges? Ou alors une résidence secondaire qui rapporte aussi de l'argent? Est-ce que c'est améliorer ses revenus? Est-ce que c'est
chercher la liberté financière, c'est-à-dire ne plus dépendre d'un revenu salarial ou autre. Donc, vous voyez, on a vraiment des strates différentes et des objectifs qui sont totalement différents d'une personne à l'autre. Ensuite, on ne peut pas avoir d'objectif sans horizon d'investissement. Il faut savoir quand est-ce que vous voulez atteindre cet objectif. Quand est-ce que vous voulez atteindre cet objectif? Est-ce que si c'est par exemple atteindre un complément de revenu, ok, oui, combien, quand? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, à la retraite? Si oui, à quel âge je vais prendre la retraite versus quel âge j'ai? C'est vraiment important. Un objectif, deux horizons d'investissement. Et ce n'est que sur la troisième étape que vous allez définir un projet et un cadre de projet qui répond à ces deux premières étapes que sont donc les objectifs et l'horizon d'investissement. Je prends souvent cette métaphore, mais j'aime bien. Si vous rentrez dans votre voiture, vous lancez Waze, tout le monde connaît Waze, tout le monde utilise Waze. Vous lancez Waze ou Google Maps, ou ce que vous voulez, au plan. Vous mettez pas de destination. C'est impossible qu'il vous donne un chemin. Si vous mettez une destination, je veux arriver là, et je veux être là à telle heure, à tel endroit, à telle heure. Là, Waze est capable de vous définir le meilleur cheminement pour atteindre cet objectif au moment voulu. Si vous n'avez pas cette vision-là, c'est impossible de dessiner un chemin. Et l'étape 3, c'est le chemin. Ce n'est pas la finalité. Donc dans ce chemin, je vais définir quoi? Un budget, une localisation, une zone géographique, des types de biens, voire des types de cibles de locataires, type d'exploitation aussi en fonction qui va bien avec mon marché, profil de locataire, je viens de le dire, travaux. Est-ce qu'il y a des travaux, pas de travaux? Est-ce que je veux de la copropriété, de la monopropriété? Je veux, et est-ce que surtout, en dehors de vouloir la chose, est-ce que ça répond bien à mes objectifs et à mon horizon? Est-ce que m'embarquer dans 300 000 euros de travaux sur un projet, ça répond à un objectif très court terme? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça correspond à un objectif long terme pour amortir ces travaux dans le temps, etc., lisser la fiscalité, tout ça? Pourquoi pas? Voilà. Donc, chaque projet est vraiment différent et chaque projet doit servir un objectif et pas le contraire. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas un projet en disant « bon, ben ça devrait pouvoir me permettre de faire ça ». Non, c'est en fait, vous allez chercher un projet parce que c'est sûr que ça va répondre à votre objectif et vous permettre justement de l'atteindre. Si vous avez des questions, il y a toujours un petit temps de décalage. Et déjà, je salue aussi Delphine, Laetitia, Janine et David qui sont arrivés. Donc, bienvenue à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Il y a un petit décalage, donc j'attends toujours quelques secondes avant de les avoir dans le chat. Maintenant, on va rentrer dans différentes stratégies et notamment faire l'opposition entre deux stratégies qui sont majoritairement, on va dire, visibles en général partout en matière d'investissement locatif. C'est une stratégie court terme, qu'on va appeler ici stratégie à cash flow, puisque c'est le terme marketing qui fait rêver les gens en général, et qui n'est d'ailleurs au sujet, enfin, si on prend le terme cash flow dans la finance, de manière générale, c'est pas du tout ce pourquoi on l'utilise en matière d'immobilier. En fait, en matière d'immobilier, on utilise le terme cash flow pour juste dire que ça génère une trésorerie un peu excédentaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé toutes les charges, il reste un peu de trésorerie chaque mois. C'est ça qu'on appelle, donc c'est vraiment la première ligne, excédent de trésorerie mensuelle. Donc on va rester sur ce terme-là parce qu'il est très utilisé, même si c'est à tort. Et ensuite, on a la stratégie long terme, qui est la stratégie plus patrimoniale, qui est la stratégie aussi pour créer du patrimoine. Alors là aussi, c'est une stratégie patrimoniale, parce qu'on dit que c'est du long terme, c'est pour se bâtir un patrimoine, mais la stratégie cash flow pour répondre aussi à créer un patrimoine, bien évidemment. Il a fallu juste les dissocier. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien plutôt opposer la stratégie court terme et long terme, c'est pour ça que ces mots-là sont mis plus en exergue que les deux autres. D'un côté, j'ai une stratégie court terme. Ma stratégie court terme, elle va me générer un excédent de trésorerie mensuel. Ok, je vais avoir un fort rendement. Je vous expliquerai après la différence entre le rendement et la rentabilité. Je vais avoir un enrichissement donc, qui va être plus instantané. Par contre, pour ça, je vais être forcément en dehors des grandes villes, voire même en dehors des villes moyennes. Je vais avoir sûrement une faible valeur vénale, donc je vais chercher un prix faible au mètre carré. Des villes qui sont peut-être 1000 euros du mètre carré, 1500 euros du mètre carré, pas plus de 2000 euros du mètre carré. Je vais avoir une liquidité qui va être plus incertaine. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y aura plus d'offres sur ces zones, parce que finalement, les zones, elles sont assez larges pour investir à court terme. Et puis, je vais peut-être avoir moins d'acheteurs aussi, parce que je vais avoir des acheteurs qui vont chercher le même rendement que moi initialement. Donc, en fait, ils ne vont pas vouloir dégrader un rendement en allant prendre du risque là où moi, j'ai pris le même risque. Donc, souvent, si vous essayez de vendre, par exemple, beaucoup plus cher, ça ne passera pas parce que la personne que vous allez avoir en face va avoir le même mindset que vous.
Il y a un risque de vacances locatives parce que ce sont des zones moins tendues, économiquement moins développées, peu de croissance démographique en général. Donc forcément, risque de vacances locatives plus important. La vacance locative, c'est quoi? C'est quand votre bien est vide. Donc évidemment, quand votre bien est vide, le rendement, quand vous faites le bilan à la fin de l'année, c'est plus du tout le même que celui que vous aviez mis sur le papier au début de l'année ou quand le locataire est rentré. Vous allez peut-être aussi, évidemment, je fais des généralités là, il y a toujours des exceptions, hein, dans l'une comme l'autre des stratégies, évidemment. Vous allez avoir des locataires plutôt pas CSP+, peut-être pas CSP- non plus, mais voilà, des locataires qui seront en tout cas avec des dossiers moins solides, ça c'est certain, croyez-moi, que dans les grandes villes ou dans les villes moyennes. Et donc, vous allez avoir une cible aussi plus restreinte. Et malgré cette cible plus restreinte, parce que vous n'aurez pas d'étudiants, vous n'aurez peut-être pas de jeunes actifs, vous aurez peut-être que de la famille, vous aurez peut-être que des anciens, vous aurez peut-être, voilà, en tout cas, une cible beaucoup plus restreinte que dans les grandes villes où on peut taper une cible plus large. Du coup, vous allez avoir aussi moins de dossiers. Et si vous avez des dossiers moins qualitatifs, plus de mal à trouver le bon locataire. Ça va vous prendre plus de temps, d'où la vacance locative, etc., etc. Tout est une relation aussi de cause à effet en immobilier. À l'inverse, je vais avoir une stratégie plus long terme. Je vais investir plutôt dans des emplacements premium avec une perspective de plus-value latente plus importante. Ce sont des villes qui vont prendre dans le temps puisqu'elles vont se développer économiquement, elles vont croître au niveau démographique et donc ça va avoir du sens que d'investir dans ces villes-là aussi dans une perspective plus long terme. Vous aurez par contre un faible rendement, donc à court terme, votre rendement annuel va être plus faible puisque vous allez acheter plus cher au mètre carré, vous n'allez pas louer aussi cher pour compenser la différence de prix au mètre carré. Vous allez souvent même être en effort de trésorerie mensuel, donc ça va dire que ça va vous coûter un petit peu la différence entre les loyers perçus et toutes les charges afférentes à l'immobilier. Ça va peut-être vous coûter un peu d'argent chaque mois. Et puis aussi, des fois, on arrive à atteindre quand même l'autofinancement, dépendamment du montant de l'apport qui est mis au début, évidemment, et puis des quartiers visés dans ces villes et ces zones-là. Mais par contre, vous allez avoir une forte valeur vénale et une forte liquidité à la sortie. Donc, j'ai avoir un beau bien qui coûte bien cher, en tout cas au mètre carré, et qui va être liquide parce que je vais détenir un bout d'une ville qui ne peut plus s'étendre ou un bout d'un quartier qui ne peut plus s'étendre. Donc, en fait, ce bien-là, à cet endroit-là, on ne peut pas le dupliquer. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Si les gens veulent acheter à cet endroit-là, c'est parce qu'ils ne veulent pas acheter dans la rue d'à côté. Donc, en général, la liquidité est plus forte parce que vous allez avoir moins d'offres que de demandes. Vous allez avoir une vacance locative, pareil, inexistante, parce que si vous voulez vivre à côté de cette station de métro ou à côté de cette zone en particulier, du coup, il faut vivre là. Donc, les gens sont prêts à payer un logement plus cher, à le payer en avance, à le réserver et à ne pas le quitter une fois qu'ils l'ont. Et puis, vous allez avoir une cible de locataire qui va être plus CSP+, c'est un secret pour personne. Il est plus cher de vivre dans une grande ville que dans une ville moyenne et que dans une petite ville, etc. C'est une question à chaque fois de zone géographique qui s'étend. Et donc, vous allez avoir aussi dans une grande ville une cible plus large parce que vous allez pouvoir toucher n'importe quelle catégorie de la population en général, dépendamment évidemment des quartiers et des typologies de biens. Si je résume ces deux stratégies, la première, je la résume en rendement plus élevé, mais risque plus élevé. Et ça va avec, même en bourse, etc., partout. Dans n'importe quel type d'investissement, il y a ce couple rendement de risque qui est vraiment important. Et c'est aussi valable en immobilier. Et de l'autre côté, je voudrais vraiment aussi vous indiquer la différence entre le rendement et rentabilité. Rendement, vision très court terme, j'ai une première année donnée, j'ai un coût total de mon projet, j'ai mes loyers, je divise mes loyers annuels par le coût total de mon projet, j'ai mon rendement annuel. Mais ça ne compte pas ce qu'on verra après dans l'enrichissement latent, l'effet de levier, donc c'est-à-dire ça ne compte pas, ça ne considère pas la manière dont vous le financez. Est-ce que je finance totalement cash ou est-ce que je finance avec un prêt? Vous savez très bien, j'imagine qu'il y a une grosse différence entre les deux, et pourtant sur un calcul de rendement, on ne voit pas cette différence-là, alors que ça change quand même la face du monde. Le taux va changer, la durée d'emprunt va influer aussi là-dessus, l'apport que je mets au départ va aussi influer là-dessus, et puis la plus-value latente, qui est aussi un des piliers d'enrichissement latent, la plus-value latente va aussi impacter ma rentabilité à terme. Donc rentabilité, vision long terme, une fois que j'ai clôturé mon investissement, je suis capable de savoir s'il a été rentable ou non. Donc évidemment, pour ça, pour le faire en amont et savoir si ça va être rentable, il faut faire plusieurs hypothèses. Et si je me fie au rendement, je peux avoir un très beau rendement sur le papier, mais si j'arrive pas à revendre à la sortie et que je suis obligé de fracasser mon prix et voire même perdre de l'argent pour le revendre ou ne pas en gagner, ça veut dire d'un côté, j'ai soit un manque à gagner, soit j'ai une perte. Et quand je recalcule mon rendement moyen sur la durée de détention, à savoir 10 ans, 15 ans, 20 ans par exemple, du coup, ça n'a plus du tout la même tête qu'au début. Donc,
comme j'aime à le répéter aussi, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, et donc c'est à la fin d'un investissement qu'on est capable vraiment d'analyser sa rentabilité réelle. Et ça, c'est vraiment ça qu'il faut retenir pour faire la différence entre le rendement et la rentabilité. Fabrice qui pose une question. Julien, peux-tu préciser en durée la notion de court terme, long terme? On parle d'un horizon de combien d'années dans les deux cas, s'il te plaît? Très bonne question, Fabrice. Fabrice, d'ailleurs, qui est client Artae, avec qui on est en train de faire un projet qui est assez récent, d'ailleurs. C'est une question intéressante, effectivement. Je dirais comme ça, pareil, hein, en moyenne, à la louche, il y a toujours des exceptions, que l'immobilier, quoi qu'il en soit, si vous revendez avant 10 ans, il ne faut pas le faire. Enfin, je dirais 7 à 10 ans, il ne faut pas le faire. Si c'est de l'immobilier pour revendre dans 5 ans, en général, il ne faut pas le faire. Parce que l'immobilier, c'est quand même un univers à inertie, c'est un gros paquebot, ça ne bouge pas. C'est aussi pour ça qu'on l'aime, parce qu'il n'y a pas de volatilité comme sur les marchés financiers. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas trop de risques à investir sur le long terme, pour le coup, versus les marchés où ça peut quand même, dépendamment de l'année où on vend ou où on arbitre, ça peut vraiment être des fois du simple au double. Et je dirais que s'il y a une volonté vraiment d'investissement sur 5 ans, par exemple, ça peut arriver, hein, on a des clients qui le font. Là, il faut aller vraiment sur une stratégie à court terme et cash flow. Voilà. La stratégie patrimoniale long terme, pour moi, c'est du 15-20 ans. Et ça, c'est la force de l'immobilier. En fait, la force de l'investissement immobilier, c'est la patience. C'est le temps qui vous aide à vous enrichir. Et ça, il faut l'avoir compris. Les gens qui veulent faire de l'immobilier pour s'enrichir rapidement, font des raccourcis, liberté financière dans 2 ans pour vivre à Bali ou je ne sais où, c'est pas du tout adapté. Voilà. Parce que c'est pas sans risque en face, parce que c'est pas sans charge, parce que c'est pas sans complications, sans problématiques. Voilà. Donc pour moi, c'est sécurité, vision plutôt 10, 15, 20 ans que 5 ans et moins. Maintenant, je vais vous présenter une troisième stratégie, qui est la stratégie du compromis, on va appeler ça, qui est la stratégie hybride, qui mixe à la fois la stratégie cash flow et patrimoniale et qui vient en fait joindre un petit peu les deux. Et là, on a un petit peu le compromis qui convient à celui qui ne sait pas trop ou qui peut faire qu'un seul projet, par exemple. Les gens qui veulent faire plusieurs projets, on le verra tout à l'heure, il n'y a pas une meilleure stratégie qu'une autre ou un meilleur projet qu'un autre. Ce n'est pas vraiment le sujet. Si vous avez la capacité de faire plusieurs projets, faites un projet de chaque et vous aurez la meilleure diversification possible. Mais si vous pouvez faire qu'un seul projet, il faut faire des choix. Et souvent, cette stratégie du compromis, elle est intéressante parce qu'on va pouvoir être en autofinancement avec un apport qui est relatif. On va dire autour de 15%. Il ne faut pas non plus rêver avec de l'autofinancement sans apport. Hein. Même d'ailleurs, dans les stratégies à court terme, ça peut arriver, évidemment. Mais encore une fois, il y a le risque associé à côté de l'emplacement, des locataires, voire aussi, on va dire, de la liquidité à la sortie et de la qualité de son bien à proprement dit et des travaux qu'on peut y mettre à l'intérieur. Parce que vous comprenez bien que, par exemple, si vous investissez dans une ville où le prix moyen au mètre carré est de 1200 euros du mètre carré, vous achetez 800 euros du mètre carré, vous dites génial, j'ai acheté sous le marché. Et si vous faites des travaux 1000 euros du mètre carré derrière, vous êtes à 1008 et plus à 1002 et c'est plus compliqué de revendre après sur ces quartiers-là spécifiquement parce que le marché n'est pas prêt pour avoir une aussi belle rénovation et des biens aussi qualitatifs, même si les chiffres en location tournent. Mais en tout cas, le prix d'achat sera peut-être décorrélé à la sortie, ce qui n'est pas le cas dans une grande ville. Parce que de quartier en quartier, les prix au mètre carré sont totalement différents. Une ville comme Toulouse, par exemple, vous avez des biens à 8 000 euros du mètre carré, et vous avez des biens à 1 000 euros du mètre carré dans la même ville. Voilà. Parce que après, c'est une question de quartier, d'emplacement, etc. Je reviens sur la stratégie cash flow / patrimoniale, donc la stratégie hybride, celle du compromis. Autofinancement avec apport autour de 15%, comme je le disais à peu près. Rendement modéré qui va se mettre entre les deux. Enrichissement à moyen terme qui est intéressant. Donc, je dirais pareil, 10-15 ans, franchement, pas mal. Patrimonial, on est plus sur 15-20 ans, on va dire. Et l'autre, la court terme, sur 5-10 ans, hein, pour finir de répondre à Fabrice. Et puis, on va être sur des villes moyennes, donc qui ont quand même des bonnes dynamiques, qui ont souvent des autonomies en matière de commerce, en matière de commodité, en matière, par exemple, de santé, d'éducation, etc. Donc, qui n'est pas vraiment dépendante d'une grande ville. Et puis, on va avoir un prix au mètre carré autour de 2500 euros en moyenne. Alors, attention, hein, je le répète, hein, c'est pour ça que j'ai insisté sur Toulouse. Les prix au mètre carré, quand on donne une moyenne, c'est hyper variable dans une ville. Il ne faut absolument pas se fier au prix au mètre carré d'une ville. Il faut regarder vraiment, encore une fois, les emplacements immobiliers, c'est très, très local. Et même des fois, le type d'immeuble qu'on a par rapport versus l'immeuble d'à côté qui n'est pas du tout de la
de la même trempe. Après, on va avoir des perspectives d'appréciation du marché qui vont être aussi bonnes, parce qu'une ville moyenne, ça se développe en général. Il faut voir aussi quelle est la dynamique économique d'une ville moyenne. Évidemment, il y en a qui ne se développent pas trop. On est quelques-unes en tête en France où je ne mettrai pas 1 euro. Mais en général, si ce n'est pas très loin d'une grosse ville, ça bénéficie aussi de l'essor de la grande ville. Et vous avez une tension locative qui est correcte, parce que ce sont souvent des gens qui ne peuvent pas se loger dans les grandes villes et qui ne veulent pas non plus se loger à la campagne, parce qu'elles veulent être proches de toutes les commodités. Donc, il va y avoir ce juste milieu qui est intéressant. Encore une fois, ce compromis qu'ils vont faire pour vivre là, que ce soit en propriétaire occupant ou en locataire. Et puis, vous aurez aussi un choix de profil de locataire intéressant, puisque dans ces villes moyennes, vous allez avoir des gens qui sont drainés par la grande ville, mais aussi des gens qui vont être plutôt drainés par le côté campagne. Donc, en fait, c'est vraiment une jonction des deux stratégies qui est intéressante. Et là, on a un exemple concret aussi qui, je trouve, est assez parlant pour comparer notamment un effort d'épargne ou un autofinancement avec un vrai enrichissement. C'est-à-dire que si on regarde ce projet-là, par exemple, total projet 135 000, apport 20 000 euros, ok, on a des loyers en face 8 200 euros par an, on a des charges annuelles forcément, on rembourse notre emprunt, donc là on a pris 25 ans, 3,50, 0,15 d'assurance, c'est à peu près ce qui se fait en ce moment. Ça génère un effort annuel de 10 euros par mois, donc on va dire on a un autofinancement. Okay, c'est le but de la stratégie hybride, c'est à peu près ça, autofinancement. Si je regarde mon rendement brut, il est de 6,15. Si je regarde mon rendement net avant impôt, il est de 5,16. Donc je me dis, OK, mon rendement, en fait, il est de 5,16. Mais nous, ce qu'on va regarder, ce qui est vraiment important aussi, c'est de se dire, bon, cet investissement, OK, il est en autofinancement, très bien. Mais en fait, la vérité, c'est, moi, j'ai mis que 20 000 euros là-dedans, j'ai bénéficié de l'effet de levier, et donc j'ai remboursé beaucoup de capital grâce aussi au remboursement des loyers par le locataire, des échéances grâce au loyer du locataire. Et donc, en fait, le rendement annuel sur mon apport, sur mes 20 000 euros, c'est ça qu'on va regarder, en vérité, il est plutôt de 13% sur 10 ans. 13% par an sur 10 ans. Ça, c'est ma moyenne annuelle de rendement sur l'apport. Et c'est ça qu'on va regarder, parce que finalement, si vous avez, par exemple, la capacité d'emprunt nécessaire et que vous avez 100 000 euros à investir, vous pouvez diviser ces 100 000 euros par 5 fois 20 et vous allez faire 5 fois du levier. Mais si vous voulez faire ça dans une grande ville, vous allez plutôt faire plus d'apports ou alors accepter plus d'efforts d'épargne. Et si vous voulez faire ça dans une petite ville, peut-être que vous allez mettre moins d'apports et que vous ferez moins d'efforts, mais ça, à la sortie, si vous voulez, vous n'allez pas forcément faire une grosse plus-value, donc votre rendement sur les fonds propres sera peut-être moins bon. Puisque là, pour calculer le rendement annuel sur l'apport, on a intégré les plus-values à la sortie, sur ces marchés-là par exemple, et le remboursement du capital. Dites-moi si ce n'est pas clair. David qui a investi d'ailleurs en Montauban avec nous, dit « Et la ville entre les deux ». Exactement, pour ceux qui connaissent la région toulousaine, par exemple, Montauban, c'est une ville entre les deux. Albi est une ville entre les deux. Villefranche-sur-Saône, en Auvergne-Rhône-Alpes, est une ville entre les deux. Voilà, je peux vous donner des villes comme ça qui sont un peu entre les deux. Il y a des villes aussi autour de Bordeaux où on est, qui sont un peu entre les deux et qui vont mixer d'ailleurs aussi de l'étudiant. Voilà, il y a des villes moyennes comme ça qui sont intéressantes à regarder. Et Nadia qui dit Pamiers, et là ça m'a tué. Voilà. parce que Pamiers, clairement, clairement Pamiers, c'est plutôt du côté stratégie court terme. Et voilà, ça fait partie des villes où, par exemple, moi, je ne mettrais pas 1 euro. Après, c'est mon avis, mais et je ne vais pas forcément le détailler ici. J'en ai parlé très souvent, d'ailleurs, de cette ville, et je le mets dans le même panier que Béziers, que Saint-Étienne, etc. Et pourtant, qui sont des tailles de villes différentes, mais il suffit de regarder un peu la dynamique économique, d'aller visiter sur place, et puis de se rendre compte un peu de la sinistralité des choses, quoi. Et aussi d'avoir un peu de vécu et de recul sur ces sujets-là, parce que ça peut paraître encore une fois beau sur le papier, mais le bilan, il faut qu'il se fasse dans 10-15 ans, et c'est ça qui est important. J'en profite, Julien. David dit, Julien, pour info, j'ai eu 3,15 en juillet. C'est vrai, David, c'est un très bon taux. C'est un très, très bon taux. Nous, on préfère toujours être, pour ceux qui nous connaissent, plutôt réaliste, pessimiste que vendre effectivement du rêve, mais c'est la réalité, 3,15 pour David. Nous, on préfère mettre 3,50 dans les simulations aujourd'hui. Au moins, on est sûr que si ça passe à 3,50, ça passe à 3,15, et tant mieux. Enrichissement latent, concept donc j'ai développé dans mon bouquin, certains d'entre vous peut-être l'ont lu, un bouquin qui s'appelle S'enrichir grâce à l'immobilier. Alors commence à dater, il y a 5 ans, mais le fait est que je crois toujours en ma version de l'enrichissement latent, qui est le cumul de 3 piliers intéressants au niveau de l'immobilier, que sont
le cash flow. Donc, on l'a vu, trésorerie excédentaire ou déficitaire. Donc, je prends mes loyers, j'enlève toutes les charges, je regarde ce qui reste. Charges d'emprunt, charges de copropriété, charges d'exploitation, taxes foncières, provisions pour travaux, etc. Je regarde ce qui reste de manière mensuelle ou annuelle. J'ajoute mon capital remboursé grâce à l'emprunt. Donc là, petite dédicace à ceux qui adorent faire du différé pendant 2 ans, 3 ans pour s'en mettre plein les poches et cramer l'argent en vacances ou pour aller passer 2 ans à Bali. Clairement, après 2 ans ou 3 ans de différé d'emprunt, si vous devez rembourser votre prêt pour telle ou telle raison, vous devez rembourser 100% du prêt initial parce que vous n'aurez pas remboursé 1 euro, vous n'aurez que payé de l'argent à la banque, un abonnement à la banque tous les mois. En fait, je paye un abonnement à la banque. Voilà. Et ça ne rembourse 0 capital. Et le but quand même de l'investissement immobilier et de l'effet de levier, c'est de rembourser du capital pour que le bien vous appartienne à la fin. Parce que si vous revendez un bien au prix où vous l'avez payé 10 ans après et que vous n'avez pas remboursé 1 euro de capital, ça n'a aucun intérêt en fait. Aucun intérêt. Parce que ça dépend de la manière dont est réinvesti votre cash. Mais souvent, c'est pour régénérer de l'apport, pour refaire un projet, etc. Mais au bout d'un moment, la banque, si vous ne remboursez jamais vos échéances, ça ne va pas vous reprêter pour un autre projet. Donc, elle va vite voir la musique. Donc, si vous le faites 1 fois, 2 fois, pourquoi pas. Mais attention aux différés. Les différés, son but premier, et ce pourquoi le fait la banque, c'est pour vous permettre de passer le temps des travaux sans encaisser de loyer, sans que vous ayez vous-même à décaisser de la trésorerie. Donc, différé total, c'est vraiment la pire chose à faire parce que vous cumulez tous les intérêts de ces mois-là en plus sur les autres prochaines échéances. Donc, ça veut dire que les premières échéances que vous remboursez vraiment après le différé total, vous remboursez que de l'intérêt pendant des fois très longtemps. Et différé partiel, vous payez quand même des intérêts pendant la durée des travaux, mais pareil, ça va reporter pour le coup l'amortissement du capital. Donc moi, je considère que je prends la mensualité, j'enlève mes intérêts, j'ai mon amortissement du capital sur le tableau d'amortissement, j'ajoute ça à mon cash flow et ensuite, je vais rajouter aussi la plus-value que je vais avoir à la sortie à une échéance donnée. Donc, je fais la modélisation sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. On a des clients qui nous demandent, par exemple, quel est le retour sur investissement sur 30 ans. Donc, il y a une vision très, très long terme. Et donc là, j'ajoute tout ça et j'ai mon vrai enrichissement latent, celui qui est créé par l'effet de levier, la plus-value et le rendement. Et je n'ai pas qu'une vision rendement qu'ont souvent les gens qui est que finalement la vision cash flow. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais boire un petit coup parce que je suis tout seul aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, j'enchaîne et je vous partage des cas concrets parce que je sais que vous aimez bien ça. Alors attention aux cas concrets, parce qu'on ne peut pas toujours dupliquer des cas qui ont déjà été réalisés. Attention aussi aux années pendant lesquelles ils ont été réalisés. Attention comment ils ont été financés. Attention des profils qu'il y a derrière. Donc voilà, nous on vous propose des choses, mais je mets toujours des warnings. Ce n'est pas parce que vous voyez un projet là qu'on peut faire la même chose pour vous. Ça dépend de plein de choses et de plein de facteurs. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Et il n'y a pas un projet meilleur qu'un autre pour le coup. Il y a un projet qui répond encore une fois à un objectif particulier. Des 3 premiers cas concrets de projets abordables en copropriété. Donc T2, T2 Studio, T2 Studio, T2. Premier projet, ville de moins de 10 000 habitants. Donc là, vous voyez, on est plus dans la stratégie court terme. Pour rajouter un petit peu plus d'exotisme dans la stratégie court terme, exploitation en courte durée. Gérée par l'investisseur, pas gérée par une conciergerie à qui vous allez donner tout finalement l'intérêt de la différence entre la courte durée et la longue durée. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire ça. Et croyez-moi, ça fait des années que je fais de la courte durée, je connais bien le sujet et je le fais toujours avec une conciergerie et je peux vous dire que je ne suis pas plus rentable en courte durée qu'en longue durée. C'est juste une diversification, la possibilité d'avoir son bien très liquide. Quand vous coupez un calendrier, le bien, vous pouvez le récupérer, vous pouvez le mettre en vente, etc. Vous n'avez pas besoin donner un congé pour vente, attendre le renouvellement d'un bail, par exemple. Vous pouvez aussi le louer à des connaissances. Bon, bref, peu importe. Ça a des intérêts, mais ce n'est pas toujours l'Eldorado, notamment dans certaines villes et notamment dans les grandes villes, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, là où je vais me focaliser, c'est que j'ai un apport de 10 000 euros et j'ai une trésorerie excédentaire de 300 euros par mois. 300 euros par mois grâce à la courte durée, parce qu'il est exploité là, et grâce aussi au fait que ce soit une petite ville et donc une stratégie à la base cash flow. Je vais amortir
sur 15 ans, 47 700 euros de capital, puisque donc j'ai mis que 10 000 euros d'apport, donc je vais amortir pas mal de capital pour un projet qui a moins de 110 000 au total. Par contre, plus-value latente, j'ai considéré 0. Je considérais que dans cette ville-là, ça ne prenait pas 1 euro. Donc je revendrai au même prix que j'ai acheté dans 15 ans. Okay, donc mon enrichissement latent là, c'est l'addition de mon cash flow, 54 000 euros sur 15 ans, plus le capital amorti. Okay, et donc mon enrichissement latent à 15 ans, pour 10 000 euros investis, 10 000 euros investis, c'est ce que vous avez mis, il est de 110 000 euros. 110 000 euros, okay. Ça correspond aussi à la stratégie de notre client, voilà, qui est chaudronnier, soudeur aéronautique. C'est son premier investissement, il s'en occupe, il n'habite pas très loin, ça lui va bien. Deuxième investissement, qui est un investissement fait par un profil plutôt du coup expatrié, qui habite d'ailleurs au Canada, studio, centre-ville de Toulouse, exploité en location longue durée, tout ce qu'il y a de plus sécure, tout ce qu'il y a de plus safe. Donc là, on est plutôt dans la stratégie patrimoniale. Coût du projet, 163 000 euros au global. Je mets que 10 000 euros aussi d'apport pour comparer équivalence. Par contre, en mettant que 10 000 euros d'apport, ça me génère 237 euros d'effort par mois compte tenu de son financement. Je n'ai pas mis les taux, etc. Je les connais plus par cœur et la durée d'emprunt. Mais ça me coûte, on va dire, au lieu de me rapporter 300 d'un côté, ça me coûte 237. Par contre, j'amortis plus de capital puisque avec 10 000, mon projet est plus gros. Ok. Ma plus-value latente est plus importante parce que sur une ville comme Toulouse, on estime que le marché peut prendre 3% par an, vu la dynamique économique, vu la gare LGV qui va arriver, etc. par exemple. Et puis, j'ai un enrichissement latent qui, au final, n'est pas supérieur ou inférieur à l'autre, qui est pareil, mais j'ai un investissement totalement différent. Et pour 10 000 euros, là aussi, j'ai un enrichissement autour de 110 000. Pourquoi ? Parce que j'ai plus de plus-value latente, j'ai plus de capital amorti, mais par contre, j'ai un effort d'épargne, donc au lieu d'être à plus 54 000, je suis à moins 42 000 là-dessus. Et les autres vont compenser. Donc, stratégie plus long terme, je capitalise sur du long terme et sur deux piliers différents de l'enrichissement latent. Et puis, troisième, stratégie hybride, ville moyenne, 40 à 100 000 habitants en général, en l'occurrence, celle-là, c'est plutôt 65 000 habitants. T2, exploité en location longue durée, je mets 20 000 euros d'apport, je suis en autofinancement, à peu près, on va dire quasi 37 euros par mois, c'est autofinancement. Vous augmentez le loyer une année ou deux et c'est fini, vous êtes en autofinancement. Ça aussi, il faut le considérer. Hein. C'est-à-dire que cet effort d'épargne, c'est le pire que vous pouvez avoir au départ, puisqu'après, le loyer peut augmenter, les taux peuvent baisser, vous pouvez renégocier. Donc, c'est vraiment le worst case au départ. J'amortis 60 000 euros sur 15 ans. J'ai une plus-value latente, je considère que sur ces marchés-là, qui bénéficient pas mal de l'essor de la grande ville d'à côté, va prendre 2% par an. Mon enrichissement latent, c'est 94 000 euros, peu ou prou ce que j'ai mis, sauf que là, j'ai mis 20 000 euros d'apport, donc mon rendement sur les fonds propres est moins important. Okay, mais c'était le choix aussi. C'était le choix aussi de mettre plus d'apport pour avoir moins d'efforts d'épargne à faire chaque mois, etc. Okay, je reviens d'ailleurs sur celui du milieu. Celui du milieu, mon apport, c'est les 10 000 euros et c'est les 42 000 euros que je mets petit à petit, qui au pire sont 42 000 euros. Maintenant, cas concret. Alors, pardon, il y a une question de Laetitia. Typiquement, de quoi s'occupe la conciergerie au quotidien ? Ouais, relatif à la location courte durée. De quoi s'occupe la conciergerie ? Alors, grosso modo, une conciergerie, elle va s'occuper de tout ce qui est échange avec les voyageurs, suivi des réservations, suivi des entrées, suivi des sorties, donc souvent en autonomie maintenant. Moi, quand j'ai commencé la location de courte durée, les conciergeries avec qui je travaillais, allaient accueillir les voyageurs humainement, voilà, donner les clés, donner un petit book, un truc et tout. Il y avait vraiment ce rapport humain, comme on le voit souvent dans la location saisonnière, hein, quand vous louez la maison de quelqu'un qui vient le dimanche vous ouvrir ou le samedi. C'était ça. Bon, après, évidemment, pour des raisons évidente de rentabilité de ces sociétés-là, hein, qui d'ailleurs ne sont pas extrêmement rentables, les conciergeries en général, du coup, elles ont créé de l'autonomie. Puis il y avait une demande aussi des voyageurs. Donc, entrée autonome, souvent, elles vont gérer, mais ça veut dire qu'elles vont gérer les boîtes à clés, les entrées, les sorties, les messages automatiques, etc. Elles peuvent, pour certaines aussi, gérer vos annonces et le pricing, même si certaines vont gérer le pricing à travers des outils de pricing spécifiques. Je pense à PriceLabs, par exemple, ou autre. Et elles vont gérer et coordonner tous les prestataires de ménage, qui est pour moi le nerf de la guerre. Ménage, linge, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que tout ce qui est réservation, tout ce qui est pricing, etc., vous pouvez automatiser beaucoup de choses et vous pouvez faire ça à distance de n'importe où. Par contre, la partie ménage, c'est là où il y a du risque parce que c'est dur de trouver du bon personnel de ménage, c'est dur de les garder, c'est dur
d'avoir des gens fiables qui ne vont pas au dernier moment vous dire je ne peux pas venir parce que j'ai mal à la gorge. C'est pas évident de constituer une équipe solide. Mais quand je dis une équipe solide, c'est sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas sur 6 mois. C'est vraiment compliqué. Donc, on peut être vite déçu là-dessus. Donc, une conciergerie, elle va gérer tout ça. Certaines internalisent le ménage, d'ailleurs, ont des salariés, et d'autres vont travailler avec des indépendants, d'autres vont mixer les deux. Voilà. Mais grosso modo, une conciergerie, en gros, elle est capable de s'occuper de tout, et des fois, elles ont des offres à tiroir, où tu peux choisir aussi ce que tu veux. Cas concret d'investissement avec Artae sur des immeubles en monopropriété, donc 3 projets d'immeubles qu'on a pu faire pour des clients. Premier, je vous le donne en 1000, c'est moins de 14 000 habitants, donc c'est toujours pareil, on est dans la vision court terme, donc on est plutôt dans une ville à cash flow, on va dire. Et on le voit d'ailleurs, 25 000 euros d'apport, 458 euros de cash flow sur ce projet-là. Projet réalisé par une SCI familiale, en l'occurrence 2 sœurs qui sont associées pour créer une SCI familiale. Donc elles ont fait ce projet ensemble. Un peu de plus-value latente, mais sur un marché où on estime que ça va prendre 1,5 et non pas 3 ou 4 ou 2,5%. Du capital amorti forcément sur 15 ans aussi, plus le cash flow, je suis à 289 000 euros d'enrichissement sur 15 ans. Okay, ça reste un enrichissement hypothétique, selon l'hypothèse que le marché prend 1% et demi, évidemment, selon la vacance locative, etc. Évidemment, le taux d'occupation aussi du bien. Il y a une chose qui est certaine, c'est le capital amorti sur 15 ans, ça c'est sûr, 124 000 euros, à partir du moment où les échéances sont remboursées. Maintenant, si c'est vous qui remboursez et pas le locataire, ça n'a plus le même effet forcément, puisque ça va dégrader la partie cash flow. Là, du coup, on a la stratégie hybride au milieu, ville moyenne, immeuble de 4 lots pareil, mais plus petit lot pour le coup, parce qu'on est à peu près au même prix total projet, mais plus petit lot. Apport plus conséquent parce que ville moyenne, donc moins de rendement à court terme, donc l'investisseur veut compenser avec de l'apport pour ne pas avoir beaucoup d'efforts. 200 euros d'efforts par mois à faire malgré l'apport de 100 000 euros. Attention, rue commerçante, centre-ville, ville de 65 000 habitants, incomparable en termes de patrimoine évidemment et d'emplacement. C'est aussi pour ça qu'à projet identique, il y a beaucoup plus d'efforts qui est fait, soit chaque mois, soit en matière d'apport au départ, puisque c'est le rendement qui veut ça. Mais l'enrichissement à la fin, au bout de 15 ans, c'est à peu près à la même chose. Par contre, possibilité peut-être de liquidité plus importante, de division pour revente avec des coupes plus importantes, etc. Voilà, là, c'est quelqu'un pour le coup qui a expatrié en Asie, qui investit seul. Et puis, troisième, un immeuble dans une petite ville aussi. Et évidemment, on n'a pas mis d'immeuble dans les grandes villes, stratégie patrimoniale, parce que souvent, c'est intouchable pour nos clients. On est en train de faire 2 projets d'immeubles dans Toulouse, on vous en parlera plus tard. Mais voilà, c'est des projets qui tournent autour du 1 million d'euros. Donc, on ne met pas ça en général sur les présentations. Mais c'est aussi possible, évidemment. Mais il faut quand même pas mal de cash pour aller chercher ce genre de projet. Et donc là, troisième projet, petite ville aussi, donc stratégie identique finalement à la première stratégie, où là j'ai un plus gros bébé, qui génère autofinancement, voire léger cash flow positif, avec un bel enrichissement à 15 ans aussi, 500 000 euros, donc quasiment x2 sur 15 ans finalement, quand on va cumuler, encore une fois, les 3 choses. Fabrice pose une question. Pour le cas d'un investissement commun entre amis sur un immeuble, pour toi, quel est le régime adéquat des différentes personnes, chacun LMNP, SCI commune, autre? C'est une bonne question. Je déconseille le côté chacun LMNP. Pourquoi? Parce que si chacun atteint, du fait de sa quote-part de revenus en indivision LMNP, si chacun atteint sa quote-part, son seuil en fait LMNP, il y en a un qui va passer LMP, l'autre qui va dire ah oui mais moi j'ai pas envie de passer LMP, donc en fait il faut vendre l'immeuble. Et en fait même s'il y a une convention d'indivision qui peut régir en fait qui décide quoi dans une indivision, le fait est que vu que c'est de l'impôt sur le revenu, enfin c'est considéré comme du coup de l'impôt sur le revenu en LMNP, du coup chacun, en fait vos intérêts vont pas être identiques au bout d'un moment et ça risque de faire des éclats. Donc pour moi, personne morale qui a un intérêt commun, donc la personne morale a un intérêt commun qui est le bien de l'immeuble, qui est la liquidité de l'immeuble, la bonne tenue de l'immeuble, etc. Et chacun après peut rentrer en part sociale sur cette SCI-là, par exemple. Ça peut être une SCI, une SAS ou peu importe, mais en général, c'est une SCI à l'IS pour que justement l'imposition soit décorrélée des propres personnes et soit plutôt relative à justement une personne morale à 100%. Voilà.
Donc pour moi, comme ça, SCIS, après, il faudrait creuser les situations de chacun, le cash d'où il vient aussi, est-ce qu'il vient du perso, du pro, voilà, il y a pas mal de... Mais en tout cas, moi, j'éviterais les indivisions et tous les statuts type IR. Alors, bon, la SRL de famille, pour le coup, ça, c'est pas concerné entre personnes qui ne sont pas de la même famille, mais voilà, ça aussi, il y a des choses à voir là-dessus, en fonction de qui est qui et qui s'associe avec qui. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Bon, très bien, on avance bien. J'ai été, des fois, j'ai l'impression d'aller un peu vite, mais vous pouvez vous repasser si jamais le replay. Comment réussir son investissement, votre investissement surtout? Il y a deux solutions. Il y a la première solution, c'est faire vous-même. Donc, il faut apprendre, acheter des livres, faire du réseautage, etc. Essayer de naviguer dans toute la création de contenu qu'on peut voir sur le web. Et bon, j'en crée aussi, donc je ne vais pas cracher sur la création de contenu, mais il y a à boire et à manger, donc il faut choisir qu'est-ce qu'on est prêt à avaler. Définir sa stratégie. Rappelez-vous, objectif, horizon. Ensuite, je définis mon budget. Je définis ma ventilation du budgétaire aussi. Si par exemple j'ai un apport à dédier, est-ce que je le fais en un, en plusieurs projets, etc. J'établis des hypothèses d'investissement chiffrées claires parce que je connais mon marché. J'étudie les secteurs justement qui répondent à ces hypothèses parce que je connais aussi mon marché. Je visite et comme ça, je connais mieux mon marché. Et puis, je m'entoure de partenaires compétents aussi parce que tout seul, on peut pas tout faire, c'est impossible. Enfin, il y a des personnes qui arrivent à le faire tout seul. Mais en général, il vaut mieux rester dans votre zone de génie et déléguer les choses que vous ne pouvez pas faire. Et puis, si vous n'avez pas l'énergie, le temps, l'envie, les connaissances de faire tout ça, ou vous avez la peur, du coup, vous pouvez vous faire accompagner par des entreprises comme les nôtres, par des partenaires indépendants, pour tout ou partie d'un projet. Déjà définir la stratégie, définir des hypothèses aussi qui répondent à cette stratégie et un cadre de recherche. Rechercher le bien, acquérir le bien, donc toute cette partie vraiment complexe aussi d'analyse et de juridique. Vous pouvez aussi vous faire accompagner pour tout ou partie de la partie travaux, pour trouver des artisans, pour faire les devis, pour faire des plans, pour gérer tout un chantier de A à Z. L'agencement aussi, donc ça peut être que les plans ou ça peut être aussi le fait de déléguer carrément la mise en ameublement, etc., la décoration et autres. La gestion locative, qui est un sujet aussi. Et croyez-moi, on connaît bien le sujet de la gestion locative. Et moi, je l'ai fait à titre personnel pendant des années pour mes propres biens. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui que j'ai délégué, que je suis consommateur de mes propres services chez Artae sur beaucoup de choses, franchement, j'ai plus de temps pour moi et pour réfléchir à autre chose aussi. Et puis après, arbitrer aussi, c'est-à-dire quand vous voulez vendre un bien, on croit toujours qu'on va vendre plus facilement quand on est tout seul. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que si vous regardez par exemple sur le Bon Coin, les biens qui sont vendus par des particuliers sont souvent vendus plus cher à biens identiques, à emplacement identique, qu'un bien qui est vendu par une agence. Pourquoi? Parce que le particulier pense toujours qu'il peut vendre plus facilement qu'une agence parce qu'il n'y a pas de frais d'agence, ce qui n'est pas vrai. Et en général, quand il essaie de vendre tout seul, c'est pas pour vendre moins cher que l'agence, c'est pour récupérer la com de l'agence et éviter un agent. Donc en fait, lui, il va se mettre au même prix que l'agence. Ça n'a pas de sens. Voire au-dessus, mais jamais plus bas. C'est très rare parce que les gens mettent toujours l'argent au-delà du temps et en priorité par le temps. Donc c'est-à-dire qu'ils préfèrent vendre dans 1 an et demi au même prix qu'un agent, par exemple, plutôt que de se dire, moi, je vais mettre 2 sous et je vais vendre plus vite. Voilà. Toujours cet argent avant le temps. Parce que les gens n'ont pas vraiment la valeur du temps aussi et du coût d'opportunité banquée. Vous pouvez aussi intégrer l'Académie Artae. On a lancé un nouveau modèle sur l'Académie Artae. On va organiser un webinaire le 25 septembre là-dessus. On vous enverra un email pour vous inscrire si vous le souhaitez. Le 25 septembre, on organise un webinaire qui va vous expliquer ça avec Thibaut, qui est ici sur la photo avec moi. On a fait un nouveau modèle parce qu'on a eu des demandes sur le sujet. On avait une académie où vous pouvez accéder à de l'e-learning, vous pouvez accéder à des modules. Il y a un petit forum aussi pour poser vos questions. Mais c'est assez limite parce que ça laisse les gens un peu isolés chez eux. Et là, du coup, on a souhaité créer des petits groupes de coaching de 12 personnes par mois. Donc, on fait un coaching par mois, 12 personnes, 10 heures de coaching groupées sur un mois. Donc, c'est vraiment plutôt intensif. Bon, après, c'est pas non plus
c'est pas non plus 35 heures semaine, ou 40 heures semaine, mais c'est quand même 10 heures sur un mois, voilà, où on va phosphorer tous ensemble sur les problématiques des uns et des autres. Les problématiques des uns peuvent servir aussi à répondre aux problématiques des autres, des fois indirectement, des fois directement. Et c'est intéressant de s'enrichir comme ça d'un petit groupe. Et tous ces groupes-là, on va les cumuler aussi dans un grand groupe Artaï Academy où tout le monde pourra rester justement à vie pour échanger sur ces projets, ces problématiques, etc. Et en plus de ça, vous aurez accès aux plus de 16 heures de formation qu'il y a déjà, plus d'autres heures de formation qui vont arriver, et puis à nos outils qu'on partage dans cette académie, des outils, des tableaux, accès à notre réseau Artaï aussi, des supports téléchargeables, des fiches mémo, PDF sur pas mal de choses, de LMNP, des choses comme ça par exemple. Et puis on répond aussi à vos questions, évidemment, tout est accessible en ligne, en dehors des coachings où il y aura vraiment des heures spécifiques, mais évidemment ces coachings ils pourront être enregistrés, vous êtes envoyés si vous êtes envoyé si vous faites partie de ces 12 par mois et vous ne pouvez pas assister au coaching en live. Voilà, donc ça veut dire que vous consacrez vraiment pendant un mois à fond si vous voulez monter en compétences, faire des choses et surtout apprendre aux côtés de gens qui défont et refont des choses sur le terrain. Et puis après, il y a le clé en main pour les gens qui veulent vraiment se décharger totalement de ça, et c'est notre cœur de métier. Le clé en main, on vous accompagne encore une fois sur l'acquisition, les travaux, l'agencement et la décoration. Pour ça, vous avez une chose à faire, c'est prendre un rendez-vous sur notre site. Vous cliquez sur prendre rendez-vous, il y a pas mal de créneaux dans la journée, dans la soirée aussi. On est 4 à faire les rendez-vous. C'est un peu la loterie en fonction des créneaux sur qui vous tombez, sachant que j'en fais quand même plus de la moitié. Mais voilà, et donc du coup, je serais ravi de discuter éventuellement d'un projet avec vous. Et aussi, donc faites-le si vous avez vraiment un projet pour le coup correct, parce que notre temps a une valeur et il est, on va dire, il a au moins autant de valeur que le vôtre. Donc voilà, ne faites pas perdre du temps si vous n'avez pas un projet sérieux. Et puis évidemment, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, restez bien connectés pour tous les futurs webinaires. On a des webinaires de cas concrets qui vont arriver. On a des webinaires sur des thématiques particulières qui vont arriver. On va vous présenter aussi les nouvelles villes dans lesquelles on est. Donc voilà, plein de choses à venir. J'en dis pas plus pour le moment et c'est à vous maintenant si vous avez des questions. J'y réponds avec grand plaisir. Benoît a une question. Merci Julien pour cette présentation. Est-ce que le type de stratégie est pris en compte par la banque pour étudier la demande de financement? Si oui, quelle est la préférence de la banque? Bonne question. Financement, sujet intéressant. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dans l'académie, il y a un gros module de 10 heures à peu près de module sur le financement, le montage d'un dossier, machin, etc. Parce que c'est un peu le nerf de la guerre. On est en train aussi de monter, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, désolé, hein, je suis pas, en général, je fais rarement la pub de nos services, mais on est en train de monter d'ailleurs une filiale de courtage pour maîtriser en interne chez Artae la partie financement qui est quand même assez critique dans l'investissement locatif et voilà, pour créer une filiale spécifique à l'investissement locatif pour accompagner nos clients mais aussi d'autres porteurs de projets qui ne sont pas forcément clients. Donc ça, c'est la parenthèse. Et donc, je vais répondre à ta question, Benoît. Oui, en fait, je pense que ça dépend de l'interlocuteur en fait et du câblage de l'interlocuteur que tu peux avoir en face. Mais en général, c'est bien d'expliquer là où tu veux arriver dans 20 ans parce que déjà, la banque a une vision quand même long terme parce qu'elle dit « Attends, je te prête sur 20 ans, 25 ans. Donc, j'ai besoin que tu me rassures sur cette durée-là et pas sur ton petit PNL de « Oui, regardez, je fais 10% de rendement sur un an. » Parce que ça, c'est que théorique et en fait, elle, tant qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas analysé. Donc, dire « Voilà, moi, la stratégie, elle est solide. C'est sur 20 ans. Il y a si, j'ai fait une petite provision pour travaux. Tac, tac, tac. » Voilà, c'est clair. Je pense que ça rassure. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas une meilleure stratégie qu'une autre pour la banque. Ça dépend vraiment du profil. Mais clairement, si vous avez un peu de cash, je pense que c'est bien de vous mouiller un petit peu auprès de la banque en disant, ben voilà, vous prenez du risque en nous prêtant de l'argent, on prend aussi notre risque en mettant un peu de notre argent, moindrement que vous, bien sûr, parce que le but d'une banque, c'est qu'elle en mette plus, dans un projet. Mais je me mouille parce que j'y crois, donc ça rassure. En fait, une banque, quand vous lui dites prêtez-moi sans apport, je ne veux pas mettre un euro dans mon projet, en vérité, moi, ce que je traduis, c'est vous n'y croyez pas à votre projet, monsieur. Donc, parce que si vous y croyez, vous mettriez de l'argent en fait dans votre projet. Pourquoi vous c'est un peu le côté, j'investis dans une startup, mais je ne mets pas mon argent. Par contre, je suis prêt à mettre le tien. Tu vois, c'est un peu le parallèle que je trouve que je pourrais faire.
Donc voilà, il n'y a pas vraiment de réponse, je suis désolé, vraiment très scientifique sur le sujet, c'est un peu au cas par cas. Mais voilà, c'est pour ça qu'on veut aussi accompagner nos clients sur la partie financement, parce qu'on pense qu'on peut apporter un peu de valeur là-dessus en analysant au cas par cas le bon discours à avoir, la bonne présentation à faire du dossier, la bonne ventilation aussi, de comment ventiler l'apport, pas l'apport, différents aussi peut-être différents prêts imbriqués. Bon, il y a des stratégies, est-ce qu'on met un organisme de caution, est-ce qu'on met une hypothèque, est-ce qu'on peut avoir du collatéral avec une assurance vie à côté? Je pense notamment aux expats. Voilà, des fois, c'est plus complexe aussi pour eux parce qu'ils n'ont pas de revenus en France. C'est du cas par cas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Benoît, mais en tout cas, j'ai essayé de faire un truc assez large. Je suis preneur d'autres questions. On est en avance, ce qui est extrêmement rare. Ce qui me fait dire que j'ai peut-être été un peu vite. Bon, à une autre question. Parmi les cas concrets d'investissement, il y a plusieurs exemples d'expatriés, notamment pour des immeubles avec plusieurs lots. Ils passent par Artei pour la gestion locative. Oui et non. Ça dépend des zones, en fait. Si c'est autour de Toulouse, oui. En l'occurrence, quand c'est pas autour de Toulouse, on ne la fait pas. Donc, non. Mais en tout cas, on va dire que les clients qui gèrent leurs biens eux-mêmes, bon, il y en a. Et après, ceux qui gèrent avec une entreprise d'achat locative, quand on est sur place, ils le gèrent avec nous, bien sûr, puisque bon, c'est la continuité logique du projet. Puis enfin, personne mieux que nous peut connaître le bien, voilà, ses avantages, ses inconvénients, etc. Et puis, c'est souvent nous qui mettons les premiers locataires à l'intérieur. Donc, c'est logique, mais on ne le fait pas partout en France. Voilà. Jérôme. Merci Julien. Question par rapport aux différents cas que tu nous as présentés s'agissant de cas réels. Est-ce que tu as utilisé le taux d'emprunt réellement obtenu de sa banque? Ah oui. Ou est-ce que tu as utilisé un taux standard actuel? Non, j'ai utilisé les taux qu'il y avait dans les simulations réelles des clients, enfin dans les PNL réels, pardon, PNL c'est un terme un peu entrepreneurial, mais ils financent dans les tableaux des clients, les tableaux des clients. Donc, c'est vraiment le taux qu'ils ont eu eux, etc. C'est pour ça que je le disais en introduction. Voilà, il faut voir au cas par cas après. Nous, on partage des projets pour que vous ayez une idée. Mais en général, c'est des projets quand même qui ont eu lieu en 2024, 2025. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de grosses différences de taux entre chaque projet, peut-être à 0,4, 0,5 près. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de projet de 2020 ou 2021. Voilà, ça c'est sûr. On n'en mettrait pas et ce ne serait pas intéressant. Laetitia, team entrepreneur par ici. Les financements sont, on le sait tous, plus compliqués de la part des banques. Et oui, totalement. Comment optimiser sa demande de prêt dans cette situation malgré des revenus corrects? C'est une bonne question et je le vis. Je le vis à titre personnel depuis pas mal d'années. C'est pas évident. Il faut trouver une bonne banque, il faut trouver le bon interlocuteur, il faut avoir le bon discours. On peut trouver des banquiers qui considèrent les résultats de ta boîte comme tes résultats à toi. Ça dépend aussi de la taille de la boîte, ça dépend de son historique, ça dépend si tu es entrepreneur type solopreneur ou entrepreneur type j'ai une équipe, des salariés, des charges, une valorisation de boîte. Parce que là, tu peux mettre des titres en garantie aussi, tu peux mettre pas mal de choses. Donc, encore une fois, cas par cas, mais le but de notre filiale aussi de courtage, c'est ça. C'est vraiment... et ce qui me fait dire que vraiment, il faut vraiment qu'on accélère sur la création de ces services-là pour vous. Jérémy, est-ce que vous savez intervenir en cours de route, une fois qu'on a identifié un bien par nos propres moyens et qui nécessite travaux d'ameublement? Parfaitement, Jérémy, je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Encore une fois, je fais très mal la promotion de nos services. Je fais mieux celle des autres. Oui, toutes nos phases, elles sont totalement indépendantes. Et même dans les travaux, il y a deux phases. Il y a une phase devis et une phase suivi et pilotage. Donc, en fait, ça veut dire que typiquement, tu pourrais même te suivre tes chantiers et accéder à notre réseau et accéder à notre culture du plan, du cahier des charges, du document de consultation des entreprises avec les plans électriques, avec les plans techniques, etc. Par exemple, et après prendre le relais sur la partie suivi de chantier. Si par exemple, tu estimes qu'on n'a pas de valeur là-dessus ou que tu en as plus que nous ou autre, c'est possible. Voilà. Et ameublement et déco, pareil. Sur toute la partie architecture d'intérieur, on peut l'isoler. Aussi, c'est une mission à part.
Delphine, même contexte pour moi que Laetitia, plus âge plus avancé pour investir. Oui, bah, l'âge, c'est un sujet, mais moins que le statut d'entrepreneur, je dirais, ou le statut de solopreneur. En l'occurrence, Delphine, je te connais, et du coup, c'est plus solopreneur, effectivement. Mais pour le coup, toi, ça fait vraiment très longtemps que tu es solopreneur. Je pense que tu as du recul. Faut trouver un interlocuteur, à mon sens, qui pourra entendre et considérer tes revenus. Et l'âge, normalement, si l'âge est avancé, il y a aussi un petit peu plus de cash en général. Donc, en fait, ça vient compenser. Il y a aussi peut-être des choses qui sont plus payées que d'autres, par exemple sur une résidence principale, etc. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre plus de choses en garantie. On a plus de marge hypothécaire, comme on dit, au niveau banque. Donc, voilà, ça peut avoir du sens aussi de discuter de tout ça. David dit personnellement, j'ai eu 3,15 car j'épargne beaucoup. Bonne gestion des comptes, statut de fonctionnaire et montage du dossier avec l'appui de Thibaut. Thibaut qui est donc la personne avec qui on anime l'académie, le coaching, etc., qui est très calé sur le financement et avec qui on a fait le module d'ailleurs de financement dans la formation. Et effectivement, voilà, avec tout ça, quand on arrive à cumuler peut-être des expertises, des reculs, bon, le statut de fonctionnaire, c'est clignotant vert, ça clignote en vert dans les banques, donc c'est sûr que c'est mieux que clignotant solopreneur ou entrepreneur. Bon, c'est comme ça, on est en France, il faut s'adapter. Mais oui, voilà, ça explique aussi pourquoi 3,15 et pas 3,30, 3,40, 3,50. Nadia, David, fonctionnaire, c'est un avantage et parfois un inconvénient pour des montages de société. Je le vis, c'est vrai, exactement. Aussi, vous êtes un peu plus restreint pour des montages. Voilà, avec plaisir Delphine, avec plaisir Jérémy, Jérôme. Voilà. Si vous avez deux questions, je les prends encore. Il nous reste 2 minutes et sinon, on pourra clôturer ce webinaire qui, j'espère, du coup, vous aura ouvert les yeux sur certaines choses, vous aura peut-être aidé dans votre réflexion, etc. Voilà, encore une fois, nous, on aime bien partager notre expertise pour que vous puissiez aussi monter en compétences. Voilà. Pas de questions. Merci à vous, surtout, d'avoir été là. Merci à vous d'être présent. Il y a une question. Une question de Delphine. Le Canada est-il facilement accessible pour les Français? Non. Vous ne pouvez pas investir au Canada si vous n'avez pas de statut permanent au Canada. Donc, il faut être citoyen canadien, résident permanent canadien ou avoir un visa de travail très solide au Canada pour investir au Canada. Bon, il y a quelques subtilités, mais voilà, je dégrossis un peu le truc. C'est pas possible. Voilà, ça a été bloqué parce que trop d'étrangers ont acheté et trop d'étrangers ont fait monter les prix. Donc ça a été bloqué pour essayer de reconsolider un petit peu les prix, restabiliser ça et redonner l'accès aussi finalement aux personnes, aux Canadiens, pour le coup. Voilà. Alors il y a quelques exceptions effectivement en dehors des grandes villes, tout ça, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt de le faire en dehors d'avoir un attrait pour le pays spécifiquement, et je sais que tu l'as pour le coup, ou voilà, une volonté d'investir par exemple plus au Canada qu'au Portugal ou en France. Voilà, en général, les gens qu'on accompagne au Portugal ont un attrait avec le Portugal, que ce soit familial, que ce soit historique, que ce soit en vacances, amour du pays ou retraite. Et le Canada, c'est pareil. Les personnes qu'on accompagne sont des franco-canadiens souvent, voilà, qui habitent pas d'ailleurs au Canada, hein, qui habitent pour le coup ailleurs, mais ça peut avoir du sens. Protectionnisme, pour résumer, David. Ouais, c'est surtout contrôle des prix, vraiment, hein, contrôle des prix. Voilà. Ça a été un peu n'importe quoi pendant quelques années. Voilà. Merci encore une fois à tous. Merci d'être là régulièrement pour le webinaire. Prochain webinaire, je ne sais plus trop quand, mais je crois que c'est dans 15 jours. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Ce n'est pas moi qui l'animerai. Ce sera pour le coup d'autres personnes. Et voilà. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à nous suivre sur les réseaux sociaux, à participer, à interagir avec nous. C'est vachement important. On passe beaucoup de temps à préparer tout ça, à vous délivrer tout ça. Et on est très content de le faire. Mais c'est fatigant. Et on aime bien quand on a des retours. C'est toujours plus plaisant. Voilà. À très vite. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.